Il y a plus d'un an, j'ai payé un inconnu plus de 200 $ pour qu'il puisse me porter 2 lézards de Toronto jusqu'à Montréal. Aujourd'hui, ce couple a donné naissance à des dizaines de bébés et je suis l'un des seuls éleveurs au Canada qui élève cette espèce. Évidemment, je parle bien des Potamites espinova, une de mes espèces préférées que j'élève depuis plus d'un an. Et aujourd'hui, on va vraiment regarder cette espèce en profondeur pour voir qu'est-ce qui la rend aussi géniale et comment en prendre soin chez toi si un jour tu as la chance d'en avoir. Ce sont des lézards qui ont un look très atypique, on dirait vraiment des crocodiles. Et justement, leur corps est adapté à la vie près de l'eau. On retrouve cette espèce le long des ruisseaux et des cours d'eau dans le nord de l'Amérique du Sud et dans le sud de l'Amérique centrale. Le petit bémol, comme vous avez pu le voir, le nom scientifique c'est Potamite espinova. C'est-à-dire que c'est une espèce qui n'est pas totalement décrite et qui reste encore quelques travaux en biologie pour pouvoir classifier cette espèce de manière juste. Un des trucs cool aussi, c'est qu'il y a un énorme dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Ils ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi, si j'étais un biologiste dans la nature, je saurais même pas que c'est la même espèce. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'à partir de l'âge de 6 mois à 8 mois, on peut déjà différencier quels individus seront des mâles et quels individus seront des femelles. Comme vous pouvez voir sur les plans suivants, on peut voir la différence entre les deux sexes. Même au niveau des yeux, on peut voir que le mâle a les yeux entièrement noirs, tandis que la femelle a les yeux un peu plus pâles. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on a l'impression d'avoir deux espèces dans son environnement, alors qu'on a une seule espèce. Pourquoi est-ce que c'est une espèce aussi rare? On l'a un peu abordé au début de la vidéo, c'est que c'est une espèce qui n'est pas totalement décrite. Cela ralentit un peu les exportateurs et les importateurs parce que des deux côtés, on ne sait pas à quelle espèce on a affaire. La plupart des espèces du type potamite sont extrêmement semblables et les femelles, encore une fois, ne ressemblent pas aux mâles. Donc ça devient une vraie galère le moment où il faut décider quels individus on exporte à l'étranger et aussi quels individus on importe dans notre pays et ainsi éviter de faire de l'hybridation qui serait néfaste pour une espèce qui est aussi rare. Il y a aussi très peu d'informations qui est disponible sur le web. De mon côté, ce que j'ai fait, c'est parler à des éleveurs ou des gens qui en ont gardé dans le passé et ensuite me baser sur ma propre expérience personnelle avec d'autres animaux que j'ai eu dans le passé. On retourne dans le vif du sujet et on va décrire un peu cette espèce. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une espèce semi-aquatique. Donc, si tu avais un projet de te faire un paludarium, c'est vraiment la meilleure idée d'avoir ce genre de lézard. C'est aussi simple qu'un gecko léopard ou un gecko à crête, à mon humble avis, et tu peux l'inclure dans un paludarium parce que c'est une espèce adaptée à ce genre d'environnement. Toutefois, ça reste très grimpeur, donc il faut offrir quand même beaucoup de hauteur. Comme vous voyez sur ce terrarium, j'ai à peu près 60 cm de hauteur. Et honnêtement, je sens que c'est un peu petit parce qu'ils peuvent aller très haut dans ce terrarium. Ils utilisent généralement l'eau comme un refuge. C'est-à-dire que quand je passe un peu trop brusquement à côté du terrarium, généralement, ils vont plonger dans l'eau pour se cacher et ensuite ils vont se cacher dans une des cavernes disponibles dans le terrarium. Et aussi, ils sont diurnes. Donc quand tu es réveillé la journée, ils le sont aussi et tu peux les voir. Donc c'est génial. Ils se déplacent constamment, ils explorent en continu leur habitat, ce qui fait en sorte qu'ils sont très interactifs avec leurs propriétaires. Personnellement, je n'irai jamais sous ce volume. Donc on parle d'un terrarium qui fait 90 cm de long par 45 cm de large et 60 cm de haut. C'est un minimum et personnellement, si j'avais l'espace, je serais allé sur quelque chose qui fait environ 120 par 60 par 120. Ça serait parfait dans leur cas et ça permettrait aussi éventuellement de les faire cohabiter avec d'autres animaux. Mais ça, c'est réservé aux experts et même moi, je prendrai mon temps avant de me lancer dans cette expérience périlleuse. Il y a évidemment une partie terrestre qui est composée de branches, de plantes, de roches. Et il y a une partie aquatique qui est aussi constituée de branches et de roches. Et on peut voir que j'ai aussi des poissons. Donc les potamites ne vont pas chasser les poissons, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai jamais vu mes lézards, malgré qu'ils aient un instinct très prédateur, ils ne vont jamais attaquer les poissons dans la partie aquatique. Évidemment, comme tous les animaux, il faut inclure des cachettes. Moi, je les ai inclus de manière discrète dans le terrarium, donc on ne les voit pas. Mais environ 6 à 8 cachettes, dépendamment de qu'est-ce qu'on détermine comme étant une cachette. La température, il n'y a pas besoin de points chauds localisés, donc ça c'est cool. Il faut juste une température d'environ 23 à 27 degrés. L'idéal, c'est que la température reste constante. On veut vraiment éviter les fluctuations. Autant éviter les fluctuations pour les lézards parce que ça peut les stresser, autant il faut le faire parce qu'ils pondent leurs œufs dans le terrarium et les œufs sont incubés à ces températures. Je devais préciser qu'il ne faut pas que la température fluctue aussi pour les poissons qui sont présents dans la partie aquatique. Donc, s'il n'y a pas de point chaud localisé et que je ne mets pas de tapis chauffant, comment est-ce que j'atteins ces températures? Alors, c'est très simple. J'utilise un chauffe-eau.
Le chauffe-eau, il est réglé à 25 degrés Celsius et en réchauffant l'eau dans la partie aquatique, cette même eau va réchauffer l'entièreté de l'habitat et ainsi, vu que c'est du verre et qu'il y a une bonne capacité thermique, ça va permettre de retenir un peu de cette chaleur et on va avoisiner les 23 à 27 degrés Celsius sans souci. Aussi, garder une humidité constante est un point important pour éviter de dessécher les plantes. C'est plus pour les plantes que pour les animaux, mais les animaux aussi requièrent une humidité qui est très stable. On a parlé de température et d'humidité. Le prochain point va être les UVB. Personnellement, je ne considère pas qu'ils sont obligatoires. Toutefois, toutes les espèces nécessitent un peu d'UVB à mon humble avis. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une partie du toit du terrarium qui est dégagée, sur laquelle je vais apposer l'UVB quand je quitte ma maison. Pourquoi je fais ça uniquement quand je quitte ma maison? Parce que le moment où je mets l'UVB sur la partie qui est dégagée, toutes les vitres en avant finissent embuées. Ce qui fait en sorte que j'arrive pas à voir mes animaux et ça, c'est un peu dommage pour des animaux qui sont aussi beaux. Pour un futur projet, je mets ça vraiment de côté, ça va aller dans quelques années. J'aimerais vraiment leur construire un terrarium qui ferait 120 par 60 par 120 et qui aurait un énorme fond d'eau dans le fond et qui aurait une plus grande diversité de poissons. J'aimerais peut-être aussi les faire cohabiter avec des amphibiens, je sais pas encore. J'ai pensé notamment à des grenouilles verts. J'avais peut-être aussi pensé à des Zoophagas sylvatica, mais même ça, je pense pas parce que le comportement de mes potes amis était assez prédateur et j'aurais peur qu'ils blessent les grenouilles ou pire qu'ils finissent par les tuer. Le comportement en captivité est très intéressant. Moi, mes animaux, je les nourris à la pince. J'arrive à bâtir une relation avec eux, c'est-à-dire que le moment que je passe devant le terrarium, les deux sortent de leur cachette et veulent se faire nourrir. Donc, comme mentionné plus tôt, ils sont très peu gênés, ils sont très réactifs, ce qui est assez différent d'une espèce qui leur ressemble énormément et à qui on les compare, le Tribolonotus gracilis, qui est beaucoup plus gêné et qui a très peu tendance à se montrer actif. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est très simple, c'est comme tous les reptiles insectivores. Moi, je donne principalement des grillons, ils en raffolent. Ensuite, je donne des vers par-ci par-là, notamment des vers à soie. J'ai essayé les vers Goliath, ça ne marche pas. Je pense que la couleur verte les terrifie et ils osent pas les manger. Évidemment, il faut saupoudrer avec des vitamines, du calcium, etc. pour s'assurer que nos animaux, ils ont tout ce qu'ils ont besoin dans la bouffe. Pour ce qui est de la fréquence du nourrissage, généralement, je nourris 2 à 3 fois par semaine. En période de reproduction, je vais nourrir un peu plus souvent, ce qui est à peu près à l'année longue, car ces animaux sont de véritables machines à œufs. Et ouais, ma femelle, depuis que je l'ai, je pense qu'elle pond environ 2 œufs à chaque 2 à 3 semaines. Malheureusement, moi, j'ai pas vraiment le choix de les laisser incuber dans le terrarium, uniquement parce que je n'ai jamais réussi à les incuber à l'extérieur du terrain. Comme mentionné initialement, c'est une espèce qui est très peu documentée, sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, ça a été très difficile de déterminer comment incuber les œufs. La seule méthode qui marche, c'est de les laisser avec les parents. Par contre, il y a sa part de soucis avec ça. Le premier souci, c'est que c'est un environnement très humide, qui peut se révéler très instable. Donc, des fois, il y a des apparitions de champignons sur les œufs qui finissent par les tuer et donc les œufs n'arrivent pas à terme. Deuxièmement, malheureusement, je fais du mieux que je peux avec cette espèce-là, mais il y a de la prédation de la part des parents sur les bébés et ça, c'est très dommage. Je vois plus les bébés. Genre, il y a un œuf qui est en train d'incuber, l'œuf est clos, il y a plus de bébés au final. Ça m'attriste grandement. Donc, je suis en train de faire mes recherches. Je parle avec des éleveurs, je parle avec des gens pour savoir comment les incuber et j'espère qu'éventuellement, on va trouver la recette magique pour incuber les œufs de potamie. Mais heureusement, j'ai réussi à en récupérer une dizaine environ au cours de cette dernière année, donc ça s'est super bien passé. Les petits sont très résistants à une seule condition. Avec l'expérience que j'ai eue, j'ai déterminé qu'il ne faut pas les garder sur de la terre ou sur de la sphaigne. Je pense que c'est parce qu'ils avalent la terre ou la sphaigne, mais ça crée des occlusions. La méthode la plus saine et la plus efficace pour les garder, c'est les mettre dans un terrarium ou un aquarium en verre, ne mettre qu'environ 1 à 2 cm d'eau maximum et mettre un tas de cachettes, de roches et de branches. Cela fait en sorte que les bébés peuvent pratiquer leur côté semi-aquatique sans toutefois avoir des occlusions intestinales causées par la terre ou la sueur. Là, je vais répondre à la question, est-ce que c'est un bon animal de compagnie? Évidemment, pour un débutant, je considère pas que c'est un premier bon animal. De un, on peut pas les manipuler. Genre, vraiment, j'ai essayé du mieux que je pouvais. C'est impossible. Ça mord quand même relativement fort par rapport à leur taille. Et en plus de ça, ça stresse relativement facilement une fois qu'ils sont dans les mains. Donc, vaut mieux les laisser tranquilles et les observer. C'est un animal décor. À un certain moment donné, quand tu as eu de l'expérience avec des geckos, geckos à crête, geckos léopards, dragons barbus, que tu as eu des dendrobates aussi dans le passé parce que ça apporte un peu d'expérience au niveau des plantes, la garde d'un animal plus tropical, et ben je te dis, saute tout de suite sur l'occasion parce que c'est des animaux qui sont fascinants. Essaye de trouver un éleveur dans ton coin, parle avec lui, renseigne-toi comme j'ai fait, ça m'a pris
pris 5-6 ans avant de pouvoir en récupérer. Et finalement, je ne regrette pas d'avoir pris autant de temps pour m'informer. Après plusieurs dizaines d'espèces que j'ai pu avoir au travers de mon expérience, je peux vous dire que les potamites SP Nova sont l'une, si ce n'est la plus fascinante. Son comportement semi-aquatique, la facilité avec laquelle on peut tisser des liens avec nos animaux et la possibilité de les garder dans un paludarium. Donc si jamais t'as pas la place chez toi pour avoir un aquarium et un terrarium, tu vas avoir un paludarium qui regroupe tous les deux concepts. Pour mon histoire avec l'espèce potamite, parce que évidemment je les ai pas juste trouvés sur Kijiji et je les ai amenés chez moi. Non, c'est un peu plus complexe. À la base, je me souviens, j'avais un terrarium qui était très adapté pour être un paludarium il y a quelques années. Je pense que c'est vers le Covid en 2020 ou en 2021 et je cherchais exactement quoi mettre dedans. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté dans un forum, regardez mon terrarium, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. Et justement, il y a un mec super cool, dont je nommerai pas le nom parce que je sais pas à quel point il va apparaître sur ma vidéo YouTube, qui m'a dit, bah, tu peux avoir des potamites. À l'époque, il élevait des potamites Eclpeopus. Je pense que je massacre le nom, mais c'est une autre espèce de potamite qui est super cool. Il en détenait et il m'avait conseillé d'en mettre dans mon paludarium. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le web et je me suis dit, bah je vais chercher qu'est-ce que ces animaux ont besoin pour pouvoir vivre. Et ben, à ma grande surprise, j'ai absolument rien trouvé. Il y a quelques informations par-ci, par-là, et évidemment, comme toute personne responsable, vu que j'ai pas trouvé d'informations, j'ai décidé de prendre mon temps et de ne pas acquérir de potamites. J'ai passé les années suivantes à m'informer par-ci, par-là, à en parler à des gens, justement à ce gars qui m'avait conseillé d'avoir des potamites. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir un bagage intellectuel nécessaire pour pouvoir acquérir un potamite. Toutefois, à mon grand désespoir, j'ai manqué un des imports qui venaient d'Europe. Parce que oui, ici, il n'y a pas beaucoup d'espèces rares qui sont reproduites. Il faut généralement importer d'Europe ou des États-Unis. Et justement, j'ai manqué l'import qui venait d'Europe et j'ai pas pu avoir un groupe de potamites Eclpeopus. Mais environ un an après, j'étais sur Kijiji, l'équivalent de Le Bon Coin en France, et j'ai trouvé une annonce avec des potamites SP Nova dessus. Le mec les vendait environ 700 $ si je me trompe pas pour le couple. Et moi, ben, je lui ai proposé de me les envoyer. Sauf que le gars n'était pas serein de me les envoyer par Reptile Express, un service de livraison pour envoyer des reptiles à tous les coins du Canada. Donc, il m'a proposé de venir les chercher à Toronto, sachant que j'habite proche de Montréal. Ça fait une très longue route. Donc, j'ai sorti mes talents de négociateur et je lui ai proposé 200 $ pour venir me les porter jusqu'à chez moi. Le gars a accepté, il est venu me les porter et depuis ce jour, je suis le propriétaire d'un heureux couple de potamites SP Nova. Et c'est ainsi qu'on finit cette vidéo, les amis. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant de l'évolution de mon couple de potamites et voir si j'ai des bébés disponibles. N'hésitez pas à m'envoyer un message si cette espèce vous intéresse. Je ne cherche pas à faire de la publicité pour mes ventes. Si je peux faire plaisir à un éleveur intermédiaire qui cherche un petit lézard qui peut s'adapter à un environnement dans un paludarium, ça va me faire plaisir. Et maintenant, dites-moi quel reptile aimeriez-vous voir sur la chaîne la prochaine fois. Et c'est ainsi que je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.